Bonjour et bienvenue sur Algomius. Aujourd'hui nous allons parler un petit peu du UML et nous allons parler du diagramme de déploiement. Alors des diagrammes UML en fait, on en a vu déjà pas mal et à chaque fois on a une vision différente de notre système. Le diagramme de déploiement, lui, va nous permettre en fait de comprendre l'architecture du système. Architecture d'un point de vue matériel, de quoi j'ai besoin en fait, est-ce que j'ai besoin d'un serveur, est-ce que j'ai besoin de routeur, est-ce que j'ai besoin de switch, mais aussi en fait architecture logicielle. Quels sont les composants qui composent mon système et en fait comment ces composants communiquent entre eux. Tout ça, c'est le diagramme de déploiement qui va nous le montrer. Le diagramme de déploiement est une excellente documentation pour un système complexe. Il va permettre de comprendre très facilement quels sont les composants logiciels qui sont sur quelle machine, qui communique avec qui, et si jamais j'ai un souci avec un programme en particulier, quel impact cela peut avoir sur les autres composants qui composent mon système un petit peu plus complexe. Il constitue aussi une très bonne documentation si jamais vous arrivez face à une application avec laquelle vous n'avez jamais travaillé, pour essayer de voir un petit peu comment elle est composée, quels en sont ses modules, et comprendre un petit peu ses tenants et ses aboutissants. Alors on va commencer par voir en fait à quoi va servir ce diagramme de déploiement. On va essayer de comprendre aussi quels sont les éléments qui le composent, et à partir du moment où on aura compris tous ces éléments, on va naturellement monter petit à petit un diagramme de déploiement. Et je vous proposerai en fin de vidéo un exemple complet où on partira d'un petit énoncé qui nous permettra d'aboutir à un diagramme de déploiement. On va le construire petit à petit pour qu'on comprenne bien en fait les enjeux de ce diagramme, ce qu'il représente et en quoi il est intéressant. Démarrons donc toujours avec cette question cruciale, à quoi sert le diagramme de déploiement? Évidemment, on va toujours essayer de comprendre en fait pourquoi on a besoin d'un diagramme, à qui il va servir en fait et quel élément il va représenter. On est de nouveau sur un diagramme statique de la méthode UML. Un diagramme statique, c'est toujours un diagramme qui ne vous montre pas le système en mode de fonctionnement. Donc on est vraiment sur une analyse un petit peu descriptive de notre système, encore une fois, et on ne le verra pas fonctionner comme on pourrait le voir par exemple dans le diagramme de séquence. Il va servir à montrer les différents éléments qui entrent dans la mise en œuvre de notre solution. Alors là maintenant on va commencer à détailler notre solution, et on va la détailler du point de vue technique. On va essayer de comprendre un petit peu quelles sont les ressources matérielles dont nous allons avoir besoin et quels sont les blocs logiciels en fait que nous allons utiliser et qui seront présents sur ces différents matériels. Ça va nous donner une vision du découpage d'une application complexe. Vous avez bien compris que quand vous allez arriver sur des applications très complexes, des problèmes très grands à résoudre en fait, vous n'avez pas un seul programme qui va s'occuper de tout. C'est-à-dire que vous n'avez pas un programme central qui doit faire 4 millions de lignes qui va tout régler. Vous allez découper en fait votre solution par module. Alors il y a un module qui va s'occuper des accès à la base de données, il y en a un qui va s'occuper des calculs, il y en a un qui va s'occuper de la présentation, il y en a un qui va s'occuper de l'affichage, et ainsi de suite. Et là ce qu'on va essayer de faire, c'est que l'on va créer ces liens entre ces différents modules, et on va essayer de voir en fait comment ils fonctionnent entre eux et comment ils interagissent entre eux. Si vous voulez, c'est une documentation de l'architecture qui est mise en place et des choix de découpage. Autant physique, vraiment matériel, que logiciel. Et donc ça va permettre de comprendre en fait comment ces modules échangent de l'information entre eux, sur lesquels quel module s'appuie sur quel autre module, et ça va nous permettre en fait non seulement de comprendre comment ça marche, mais ça va nous permettre de comprendre aussi quels sont les impacts au niveau d'une évolution. Par exemple, je fais évoluer ma base de données, je change de système de gestion de base de données, quels sont les modules en lien avec la base de données qu'il faudra que je teste pour voir s'ils s'intègrent correctement avec la nouvelle base de données que je vais mettre en place. On aura donc une analyse d'impact facilitée. Alors quels sont les éléments de notre diagramme? Eh bien, on a déjà un petit peu découpé ce genre de choses. On vient d'en parler, on aura les éléments physiques, on aura aussi des composants logiciels. Ok. Et là aussi, comme sur le diagramme de contexte ou sur le diagramme des cas d'utilisation, on va de nouveau retrouver en fait cette notion d'association entre les éléments, association qui veut simplement dire qu'il y a un lien, qu'il y a un échange d'informations, en tout cas qu'il y a communication entre ces deux modules. Alors, pour détailler un petit peu les différents composants et le vocabulaire qui est lié directement au diagramme de déploiement, on va retrouver ce que l'on appelle les nœuds. Alors les nœuds, c'est tout simplement les composants physiques, c'est tout ce que je peux toucher. C'est-à-dire, c'est un serveur, c'est quelque chose de dur, je peux taper contre.
Il y a par exemple, si j'ai des capteurs, par exemple, tout ce qui est vraiment, si j'ai un lecteur RFID, par exemple, ce genre de choses, c'est vraiment tout ce qui est matériel. Ensuite, on a ce qu'on appelle les composants. Les composants, c'est les composants logiciels. Cette fois-ci, c'est quelque chose d'un petit peu plus abstrait, c'est pas tangible, hein. C'est tous les programmes, par exemple, c'est la base de données. Alors attention, le serveur de base de données peut être un nœud, alors que la base de données est un composant, hein. Il y a aussi les connexions, donc ça veut dire les liens entre ces différents éléments. Et là, on a différentes connexions. On a d'une part les associations, qui est vraiment l'association que l'on retrouve dans le diagramme de contexte et dans le diagramme de cas d'utilisation, pour juste dire en fait qu'il y a un lien entre les deux. Mais le diagramme de déploiement nous permet d'avoir un autre type de connexion, qui sont les dépendances. Les dépendances, c'est une association un peu plus forte, qui nous permet de savoir qu'il y a vraiment dépendance entre deux composants. Par exemple, s'il y a dépendance, ça veut dire que si un composant ne fonctionne plus, eh bien l'autre, en fait, ne peut plus faire correctement son travail non plus. Donc là, on voit cette notion de dépendance. Si ça casse, eh bien ça casse aussi, et ça aussi. Voilà un petit peu l'idée de cette notion de dépendance. Et c'est très intéressant de mettre en lumière cette notion de dépendance, puisqu'elle va nous permettre de comprendre, en fait, comment fonctionne notre système, et comment, en fait, un dysfonctionnement va se répartir, en fait, sur les différents autres composants. Enfin, le dernier, ce sont les artefacts. Les artefacts, c'est les composants modifiés dans le processus, c'est-à-dire que c'est des éléments qui, entre les différents éléments, entre le début et la fin du processus, ont eu un changement physique. Alors par exemple, c'est les fichiers de log, c'est-à-dire les fichiers sont au départ vides, et puis les fichiers de log se remplissent en fonction de l'activité qui est faite, donc les fichiers de log peuvent être considérés comme des artefacts. Pour la base de données, je suis un petit peu partagé. Je ne considérerais pas la base de données en elle-même comme un artefact, puisque c'est vraiment son rôle, en fait, de récupérer des données, de modifier les données ou de les supprimer. Par contre, je considérerais la base de données comme un artefact si le processus venait à modifier sa structure. C'est-à-dire créer des tables, créer des colonnes, supprimer des colonnes. Je pense qu'à partir du moment où on modifie l'aspect ou la structure de la base de données, elle devient un artefact puisqu'elle est aussi modifiée de manière structurelle par le processus. C'est une petite distinction que je ferai, je ne sais pas si j'ai raison là-dessus, mais si jamais je mets une base de données dans un système, on est d'accord que cette base de données n'est pas figée, et qu'une base de données dans laquelle je ne pourrais pas insérer, pas mettre à jour et pas supprimer, finalement serait pas tellement intéressante. On va s'appuyer sur chacun des éléments, et donc le premier élément, c'est le nœud. Le nœud, c'est tout simplement, on va répertorier tous les éléments physiques qui vont entrer en jeu dans la réalisation de notre solution. Donc dans les éléments physiques, on va retrouver les serveurs, donc serveurs physiques, hein, je parle vraiment du serveur, vous ouvrez la baie, hein, et puis vous avez les serveurs dedans. Ça va être tout le matériel réseau, les routeurs, les switches, ce genre de choses. Tout ce qui est vraiment, en fait, tout ce qui est vraiment une existence tangible, hein. Vraiment quelque chose que je peux prendre en main, que je peux taper dessus. Tout ça, en fait, ça va constituer les nœuds. Si vous avez des capteurs, des lecteurs RFID à votre solution, et ainsi de suite, des scanners qui vont vous scanner des trucs, des imprimantes, par exemple, ça aussi, ce sont les nœuds de votre système. Les nœuds sont eux-mêmes capables de contenir des composants. Sur un serveur tournent des programmes. Sur les capteurs, j'ai aussi des programmes qui peuvent envoyer des choses à gauche, à droite. Pareil, sur les switches, j'ai aussi des composants logiciels qui existent. Par exemple, si j'ai une base de données sur un serveur de données, eh bien, je vais avoir un composant sur un nœud. Et donc, l'utilisation des nœuds et la mise en place du diagramme de déploiement va nous donner une vision rapide de l'architecture matérielle dont je vais avoir besoin. Une fois que l'on aura le diagramme de déploiement en place, on va se dire « Ah ben, il me faut 3 serveurs, il me faut 2 capteurs, il me faut 5 switches, et ainsi de suite. » Donc ça va nous permettre d'avoir une checklist matérielle de la solution mise en place. Et ça va nous permettre, encore une fois, de vérifier à la fin si on n'a pas oublié un détail ou si on n'a pas oublié un composant. Deuxième chose que l'on va retrouver sur un diagramme de déploiement, ce sont ce qu'on appelle les composants. Cette fois-ci, on n'est plus sur du matériel, on n'est plus sur du tangible, maintenant on est vraiment sur quelque chose d'un petit peu plus abstrait, ça va être tous les composants logiciels. Ça va être les programmes, ça va être les API, ça va être la base de données, ça va être les différents scripts, bref, tout ce qui participe en fait
au système, mais qui n'a pas vraiment de réalité physique. Et donc, oui, on va retrouver la base de données, les différents modules, ou alors les interfaces. Les interfaces, c'est quoi? C'est un mot qu'on utilise beaucoup, que l'on retrouve des fois aussi dans les langages de programmation, par exemple comme Java. Ici, on va utiliser l'interface, par exemple, juste dans le style de dire, imaginons par exemple que je veux récupérer un fichier d'un organisme externe, et que ce fichier n'est pas exactement à la forme exploitable pour le traitement que je veux en faire. Eh bien, l'interface va manipuler les données et les rendre en fait exploitables par le système que j'essaye de mettre en place. Si on utilise la programmation modulaire, donc c'est-à-dire que vous ne mettez pas tout dans un même programme, mais vous divisez en fait les éléments par unité logique, ce que vous avez plutôt intérêt à faire si jamais vous êtes vraiment sur un gros projet, eh bien en fait on va avoir une bonne vision de votre architecture logicielle. On va essayer de voir qu'est-ce qui est en lien avec quoi. Si jamais je change une donnée, ou je rajoute une donnée à la base de données, quels sont les modules qui vont être affectés par cette modification. Tout ça, ça va être fait justement avec les liens entre les différents composants. Et donc l'idée maintenant, ça va être de comprendre, mais qui communique avec qui? Et qui a besoin de qui pour fonctionner? Et ça, c'est la prochaine étape, on va le voir maintenant avec les connexions. Les connexions, eh bien, c'est la troisième grande catégorie d'éléments que l'on va retrouver sur le diagramme de déploiement. Donc j'ai mon diagramme j'ai fait mon petit exemple qui commence à avoir de plus en plus d'éléments. J'ai un poste client qui contient un web browser. Donc voilà, vous avez Chrome, Firefox, peu importe. Et ce browser, en fait, se connecte à une API pour avoir des données. Il se connecte au travers d'une liaison HTTP. Et donc, en fait, cette API, elle est sur un serveur, et ce serveur va lui répondre. Donc, il y a une notion d'association. Ici, je suis sur une association simple, puisque si jamais l'API ne fonctionne pas, mon web browser dans le poste client continuera à fonctionner, et si jamais j'ai pas de web browser côté client, l'API, elle continuera à fonctionner sur le serveur. Par contre, comme l'API doit chercher des données qui sont situées dans la base de données, si jamais la base de données venait à être désactivée ou pas atteignable pour un certain temps, eh bien ça veut tout simplement dire que l'API ne pourrait plus réagir, ne pourrait plus récupérer ces données. Et là, j'aurais un problème. C'est pour ça que, cette fois-ci, j'ai mis une dépendance. Donc la dépendance, c'est simplement cette flèche pointillée que j'ai mis en place. Cette dépendance veut tout simplement dire que si j'ai un problème avec la base de données, j'ai un problème avec l'API. Et donc cette notion de dépendance, elle permet rapidement de voir quels sont les impacts d'un dysfonctionnement dans un composant. Donc association, les composants communiquent. Dépendance, c'est une association un petit peu plus forte, de l'ordre un petit peu de la composition que l'on avait vu dans le diagramme de classe, c'est-à-dire qu'un composant ne peut pas fonctionner sans l'autre. Si l'autre n'est pas là, eh ben je ne fonctionne plus. Voilà. Donc on va comprendre rapidement, plus de base de données, plus d'API. Voilà, c'est aussi clair que ça, et vous voyez en fait que c'est un schéma qui visuellement est très facilement compréhensible. Il suffit de remonter les flèches pointillées pour voir des analyses d'impact. Dernier élément dont je voulais parler, ce sont les artefacts. Ce sont des petits éléments de notre système qui vont être modifiés pendant que le système en fait est en marche. Donc là, j'ai toujours mon exemple de web browser qui consulte une API. Et ce que je voudrais, en fait, c'est que l'API archive dans un fichier de log toutes les demandes qui lui ont été faites. Comme ça, j'essaie de voir, en fait, s'il n'y a pas des demandes qui sont récurrentes, si on demande toujours la même chose. Et au lieu de toujours faire les calculs, est-ce que je pourrais pas, par exemple, sauvegarder les données je les calcule une fois, je les sauvegarde, et à chaque fois qu'on me les redemande, en fait, je les ressors telles quelles. Voilà. Donc pour ça, je mets simplement un fichier de log en place. Donc ce fichier de log au démarrage de l'application, il est vide. Et à chaque fois que quelqu'un demande quelque chose à l'API, je vais écrire en fait la demande dans le fichier de log. Donc le fichier de log va se constituer petit à petit. Pareil, la base de données, je ne sais pas trop si je peux la considérer comme un artefact, puisque la base de données, c'est vraiment c'est pour ça qu'elle est faite. C'est pour contenir des données, pour pouvoir restituer des données, pour pouvoir modifier ces données. Je la mettrai quand même en artefact si jamais la base de données était créée pendant le processus ou modifiée structurellement. C'est-à-dire, on change des colonnes, on ajoute des colonnes, on supprime des colonnes. Donc elle a vraiment un changement sur la structure. Là, je la considérerais comme un artefact, puisque le processus a vraiment un impact structurel sur la base.
Imaginons aussi que l'application soit capable de générer automatiquement un script qui est par la suite lancé. Là aussi, ce script créé automatiquement serait considéré comme un artefact. Il n'existe pas au début du processus, ou alors il existe partiellement, et c'est le processus qui crée ce script. Voilà. Donc comme ça, on a une bonne vision des différentes interactions que l'on a dans notre système, entre les éléments physiques, les éléments, j'ai envie de dire logiques, les composants logiciels, et les artefacts, c'est-à-dire tous les éléments qui changent pendant le processus. À savoir que si vous avez un programme qui tourne ou une API, normalement le processus, quand il se lance, ne change pas le code de l'API elle-même. On est d'accord. Donc le code, par exemple, j'ai un programme C++ qui tourne ou un programme Java, le programme ne se modifie pas lui-même. Cela va de soi. Donc un programme, même s'il tourne, n'est pas modifié pendant le processus. Voilà. Donc je vous propose encore une fois de prendre un petit exemple pour bien ancrer un petit peu ces différentes notions et revoir un peu les 4 points que l'on a mis en place. Donc on va montrer un serveur de domotique pour gérer la température dans une maison. Ok. On va mettre 3 capteurs de température en place dans les 3 pièces. Donc c'est simplement des petits capteurs qui vont relever la température et l'envoyer à travers le réseau vers un serveur qui va se charger de montrer en temps réel en fait les températures que vous avez dans les pièces. Vous pourrez imaginer par exemple que vous êtes en déplacement, vous avez les températures de chez vous et vous pouvez régler les radiateurs et suivre l'évolution de la température chez vous. Bon. Donc les capteurs contiennent tous une composante logicielle qui permet d'envoyer les relevés de température. Effectivement, le capteur va relever la température et il lui faut un composant logiciel qui l'envoie sur le réseau. Un serveur de base de données, puisqu'on veut essayer de garder une trace de tous les relevés qui ont été faits. Donc il contient la base de données et n'est accessible que par le serveur applicatif. On a donc besoin d'un serveur applicatif. Il contient tous les programmes de traitement et il a également un composant qui peut accéder au serveur de données et produit un fichier de log de l'activité. Donc attention, il produit un fichier de log, ça veut dire que le fichier de log est un artefact, il faudra en tenir compte. Ok. Il a un serveur d'authentification. Ok, donc là, alors volontairement, pour 3 capteurs, j'ai créé quand même un exercice un petit peu artificiel, un petit peu compliqué, mais je voulais qu'on ait au moins quelques composants physiques à mettre en place. Donc j'ai un serveur d'authentification qui ne gère que l'authentification des utilisateurs et les droits qui sont liés à ces utilisateurs. Donc à chaque fois que quelqu'un se connecte, il est obligé de passer par l'authentification. Donc lui, ça permet de gérer les droits et les accès d'un utilisateur et le périmètre en fait auquel il a accès. Et en fait, on a un poste client, alors ordinateur ou smartphone ou peu importe. Il contient une application qui permet de visualiser les températures, mais pour cela, il doit s'authentifier auprès du serveur d'authentification. Ok. Alors cet exercice, il a déjà été rédigé. Chacun des points est en fait un élément physique du système. On a 3 capteurs, un serveur de base de données, un serveur applicatif, un serveur d'authentification et un poste client. Ok, on va essayer de mettre tout ça en place. Pour ça, je vous propose d'utiliser Draw.io. Donc Draw.io, c'est tout simplement, vous vous rendez sur votre navigateur. Vous pouvez l'utiliser directement en navigation et vous tapez Draw.io et vous allez arriver en fait sur un logiciel gratuit. Alors il est directement disponible dans le navigateur. Si vous préférez l'utiliser en local, il est téléchargeable aussi en version locale et vous pourrez l'utiliser. Voilà. C'est une alternative gratuite à StarUML qui est devenu payant, puisque je sais que beaucoup d'entre vous suivent ces vidéos en auto-formation. Quand je peux vous proposer des logiciels gratuits, j'essaie de le faire la plupart du temps. D'ailleurs, je le fais à chaque fois, pour que vous n'ayez pas en fait à débourser quelque chose. Alors, il est un peu moins bien que StarUML, mais on arrive à produire quand même de bons schémas visuellement, et c'est l'essentiel pour StarUML. Donc sur le côté, normalement de base, vous avez un onglet UML dans lequel on va aller. Et dans cet onglet UML, on va récupérer justement les différents éléments de notre schéma. Alors on va récapituler un petit peu les éléments physiques. Donc les éléments physiques, ça va simplement être des boîtes en 3D. Alors est-ce qu'il y en a une? Il y en a une quelque part. Ah voilà, bloc. Alors je vais prendre bloc, 3e ligne, 2e colonne.
Je vais prendre mes blocs. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai dit que je commençais en fait avec 3 capteurs. Donc j'ai un capteur 1, j'ai un capteur 2, j'ai un capteur 3. Voilà, on va juste leur donner un petit nom chacun. Capteur 2, capteur 3. Ok. Si je fais un tour un petit peu sur mon truc, qu'est-ce que j'ai? Alors j'ai 3 capteurs, j'ai un serveur de base de données, un serveur applicatif, un serveur d'authentification et un poste client. Dans cette première vue, je vais juste m'intéresser en fait aux éléments physiques, hein, et je m'intéresserai après aux composants logiciels. Donc j'ai un serveur applicatif. Alors lui, je vais le faire un petit peu plus grand parce que je pense que j'ai plein de choses à y mettre. J'ai un serveur d'authentification. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai un serveur de base de données. Voilà. Et la dernière chose qui me reste, il me faut un poste client qui pourra donc consulter donc du coup les températures. Voilà, poste client. Ça marche. Donc là, j'ai les composants matériels. Donc ça, c'est le matériel qu'il va me falloir pour mettre en place mon système. Ok, ça marche. Qu'est-ce que j'ai maintenant pour les capteurs? Alors pour les capteurs, ils contiennent tous une composante logicielle qui permet d'envoyer des relevés de température. Ok. Donc composant de logiciel sur les capteurs. Donc je vais chercher mon composant logiciel qui s'appelle module, hein, dans IO. Donc il est en 3e ligne, 3e colonne. Voilà. Je vais créer dans chaque capteur un module que je vais appeler, que je vais lui dire, lui il envoie des données mesurées. Voilà. Et c'est les 3 mêmes capteurs en fait. Donc les 3 capteurs ont cet élément logiciel. Je vais juste le dupliquer. Voilà. Chacun a ses composants logiciels. Ensuite, le serveur de base de données, il contient la base de données, normalement. Bah oui, donc la base de données est un composant logiciel. Hein. Et le serveur applicatif, lui, contient tous les programmes de traitement, et il a également un composant qui peut accéder au serveur de données et produit un fichier de log de l'activité. Il permet la gestion des droits et des accès au serveur d'application. Ok. Ça marche. Donc, le serveur applicatif, on va commencer par lui. Lui, il va, du coup, il peut recevoir les données envoyées par les capteurs et il va s'occuper de les mettre dans la base de données. Alors attendez, je vais juste commencer par la base de données, c'est peut-être plus simple. Base de données. Si vous savez déjà en quoi elle va être faite, hein, par exemple, je peux déjà mettre, voilà, c'est une base de données MySQL. Ok. Le serveur applicatif, lui, il fait quoi? D'un côté, il va réceptionner les mesures des capteurs. Il va réceptionner les mesures. Ok. Et autre chose, il va aussi mettre en forme les mesures pour pouvoir les présenter à quelqu'un qui viendrait l'interroger. Donc, on va mettre mise en forme des températures pour présentation. Hein. Voilà. Je crois qu'il y a une notion de log aussi qui a été donnée. Et produit un fichier de log de l'activité. Alors par exemple, ça va être un artefact. Artefact, on va le mettre simplement comme ça. Hein, c'est juste un petit rectangle, donc je vais prendre l'objet. Qu'est-ce que je veux conserver? Je veux juste conserver la mise en forme? Ouais. Ouais, je vais juste garder une log des mises en forme. Hein. Ok. Ensuite, qu'est-ce que je sais des autres? Donc le serveur de base de données contient la base de données, ça c'est fait. Serveur applicatif, c'est fait. Serveur d'authentification, il permet la gestion des droits et des accès. Et le poste client, il permet d'avoir une application ou un navigateur qui permet de visualiser les températures. Et pour cela, il doit s'authentifier. Ok. Il n'y a plus qu'à. Donc, composant logiciel de la partie serveur d'authentification. Donc là, on va avoir une gestion des droits et des accès. Voilà. Et je vais avoir un composant logiciel du côté client.
Et dans le côté client, je vais avoir quoi? Je vais avoir par exemple un web browser ou une appli ou ainsi de suite. Voilà. J'en ai terminé avec mes composants logiciels et artefacts. Je crois que... Ah ben je laissais object lui. Je vais juste... Voilà, le fichier de log. La dernière chose qu'il me reste à faire, c'est tout simplement utiliser les connexions. Je vais utiliser les connexions et je vais pouvoir dire aussi que c'est utiliser ces connexions-là et je vais devoir dire si ce sont simplement des associations ou si ce sont des dépendances. Ok. Alors je vais prendre l'association 2, donc c'est l'avant-dernière ligne, avant-dernière colonne dans le document UML, association 2. Et je vais associer justement l'envoi des données et les mesures ici. Là, pour l'instant, l'association 2 est une association qui va dans les deux sens. Normalement, l'envoi des données du capteur va simplement aller vers le serveur d'applicatif. Donc ce que je vous propose, c'est tout simplement de virer la flèche côté capteur, puisque l'information ne va que dans ce sens-là. Je vais tout de suite dupliquer cette association. Hop. Et je vais la dupliquer une troisième fois pour le troisième capteur. Voilà. Et donc mes trois capteurs maintenant envoient des informations. Si jamais vous voulez encore en dire un petit peu plus, vous avez toujours la possibilité de saisir une zone texte. Voilà. Ok. Donc dans l'idée, mes capteurs envoient de l'information et j'ai un module sur le serveur applicatif qui réceptionne. Je vais le mettre un petit peu là pour pas que ça passe à travers le titre. Ok. Maintenant, ce que je veux faire, c'est que je veux dire que j'aimerais en fait que Alors que je suis en train de chercher une bonne association. Ouais, je prends la dernière association qui est là, l'association 3. J'aimerais pouvoir dire que les réceptions de mesures, en fait, s'appuient sur la base de données, mais s'appuient pas seulement de manière associative, mais qu'elles s'appuient vraiment, donc je vais mettre ça en pointillé, que la réception des mesures est vraiment une dépendance sur la base de données. Alors comment j'ai fait? J'ai pris juste une association, je l'ai sélectionnée, et sur la partie de droite, en fait, juste sous ligne qui est cochée, vous avez la possibilité de changer les flèches au bord, et sur la première ligne, la combo box du milieu vous permet de dire si vous voulez un trait continu, ou si vous voulez des pointillés sur votre flèche. Donc là, je suis en train de dire que la réception des mesures est dépendante de la base de données MySQL, ce qui veut dire que si jamais je n'ai pas de base de données, eh bien, je ne peux absolument pas les mettre à jour, je ne peux pas faire de la réception des mesures. Ok. Je vais tout de suite conserver cette notion de dépendance pour dire aussi que si j'ai pas de base de données, je vais avoir du mal à mettre les éléments en forme. Ok. Du coup, ça me fait décaler un peu mon fichier de log. Je vais essayer de faire ça bien. Voilà. Ça marche. Et ce que je vais dire aussi, du coup, c'est que je vais reprendre cette flèche-là, et pour dire en fait qu'à chaque fois que on demande une mise en forme automatique, eh bien, le fichier de log, l'artefact fichier de log, est alimenté. Donc comme ça, je saurai, en fait, je suis au courant de tout ce qui a été demandé dans mon appli. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste que mon client doit pouvoir se connecter à l'application et il doit pouvoir voir ses températures, mais pour cela, il doit passer par le serveur d'authentification qui va lui donner les droits et les accès sur le serveur. Donc, il va y avoir en fait une association entre la gestion des droits et le browser de mon client, qui va me permettre justement de me connecter au serveur d'authentification. Et si le serveur d'authentification donne le droit d'accès, ça veut dire que je pourrais passer de mon serveur d'authentification au serveur applicatif qui, lui, gère la mise en forme des traitements. Et donc, en fait, on se retrouve avec un schéma où on a une bonne vision de tout ce qui est matériel, de tout ce qui est logiciel, et on a aussi une bonne vision, en fait, de ce qui va se passer en cas de dysfonctionnement. Imaginons, par exemple, j'ai le capteur 1 qui ne marche plus. Bon, le capteur 1 qui ne marche plus, ça veut dire qu'il n'enverra plus de données. Par contre, le serveur applicatif, lui, réceptionnera toujours les mesures des capteurs 2 et 3 et continuera de fonctionner. Il mettra à jour la base de données,
base de données qui sera consultée, les températures seront mises en forme et présentées en fait au client, avec peut-être une information qu'on ne capte plus rien depuis le capteur 1 depuis un certain moment. Donc on voit en fait que là, il n'y a pas de dépendance. Base de données, par contre, il y a une dépendance. Si j'ai plus de base de données MySQL, je ne peux plus inscrire les mesures dans la base de données et je ne peux plus récupérer les informations de la base de données pour les afficher. Je remonte donc les notions de dépendance. Si ma base de données MySQL a un dysfonctionnement, la réception des mesures ne marche plus, la mise en forme des températures ne marche plus. Pourtant, il n'y a pas d'impact sur le serveur d'authentification ou sur les différents capteurs. Voilà un petit peu comment on peut comprendre ce schéma et en un clin d'œil, en fait, comprendre de quoi on va avoir besoin au niveau physique, de quoi on va avoir besoin au niveau composant, comment les composants vont se communiquer entre eux et, naturellement, comment va réagir ma solution en cas de dysfonctionnement d'un composant. Parfois, ça n'aura pas beaucoup d'impact, parfois, ça aura un impact plus important. Et donc voilà, en fait, encore une fois, si on comprend bien les différents éléments de ce diagramme, eh bien on comprend parfaitement comment fonctionne cette solution, et ça peut être un document qui est très intéressant. Si jamais, par exemple, vous avez une application complexe, que vous arrivez dans un nouveau travail, dans un nouveau service, et qu'on vous présente ce genre de diagramme, vous aurez une vue synthétique de comment les différents modules s'articulent, et en fait, vous aurez beaucoup plus de facilité, en fait, à comprendre dans quel module vous devez intervenir si jamais vous devez faire une modification, une correction ou une évolution. Donc encore une fois, le diagramme de déploiement est très intéressant et permet de comprendre en fait un problème compliqué, pour peu qu'il a été écrit de façon modulaire. Le diagramme de déploiement est donc intéressant sur plusieurs aspects. Il peut, au moment de la phase d'analyse d'un nouveau projet, essayer de voir quel est le découpage logique que l'on pourrait faire, quelque chose qui pourrait rendre notre application modulaire. Ça veut dire que si jamais on change un composant, en fait, on n'est pas obligé de changer l'intégralité de ce qui a été développé. C'est d'ailleurs comme ça qu'on fonctionne d'habitude. Il y a souvent dans les applications un module qui a accès à la base de données pour que si jamais on change la base de données, on ait des modifications à faire uniquement dans ce module et pas dans toutes les parties de notre application. Il vous permet donc justement dans ce premier cas d'arriver à une phase d'analyse, de comprendre ce que vous allez faire, d'essayer de faire un découpage logique, mais il a aussi une autre utilité qui est vraiment de documenter un système déjà existant. À partir du moment où vous documentez ce système, eh bien, vous permettez à n'importe qui de comprendre très facilement de quoi est composé le système, quel est le découpage logique qui a été suivi, et quelles sont les communications entre ces différents modules. Et donc ça permet en fait de comprendre facilement même un projet très complexe. Ça permet aussi à quelqu'un qui ne travaille en fait que sur un module, qu'un seul composant, en fait d'avoir une vision globale en fait de ce qui se fait à côté. C'est-à-dire par exemple je travaille que sur un module, dans l'exemple qu'on a vu, je ne travaille que sur la récupération des données, et bien grâce à ce schéma je vais comprendre ce qui est fait à côté, comment sont exploitées les données en fait que moi j'insère dans la base de données, et d'avoir une vision vraiment globale du sujet. Et vous voyez que c'est un schéma qui prend pas beaucoup de temps à faire, qui est très facilement compréhensible, qui n'a pas énormément en fait de choses différentes, les éléments physiques, les éléments logiques et les associations entre eux. Allez, il y a encore les artefacts à la limite. Donc on est à 4 composants et on arrive à comprendre et à représenter des systèmes complexes. Encore une fois, ça fait une très bonne documentation. Les documentations déjà sont rares, les bonnes documentations sont encore plus rares. Effectivement, il n'y a rien de pire en fait que de penser que l'on a documenté une application et que la documentation est en fait un rapport indigeste de 300 pages que personne ne lira jamais. Là, on est sur un diagramme qui peut représenter ce schéma-là. Avec un diagramme, on a tout compris en 5 minutes. On peut poser des questions pour voir à la limite ce qui n'aurait pas été clair. Mais au moins, en fait, on a envie de comprendre ce que fait l'application et on comprendra très vite. Et puis même pour la personne qui le fait, c'est un diagramme qui est beaucoup plus facile à faire, beaucoup plus facile à faire évoluer si jamais l'application évolue qu'un rapport de 200 pages. Il n'y a rien de pire non plus que d'avoir une documentation qui est datée et qui ne correspond plus du tout au système. Et pourquoi est-ce qu'on en arrive souvent à ce cas-là en entreprise ? Eh bien tout simplement parce que la documentation est trop volumineuse, elle comporte énormément de choses, et quand l'application évolue, en fait cela a un impact beaucoup trop grand sur la documentation.
Et ce qui arrive souvent, c'est qu'on a des fois une bonne documentation à la base du projet, et qu'après quelques années, en fait, la documentation ne reflète plus du tout ce que fait l'application. Donc c'est pour ça qu'une documentation qui est simple sera aussi plus facile à faire évoluer qu'une documentation complexe. Donc maintenant, je vous encourage à documenter vos systèmes complexes avec le nouvel outil que nous venons de voir, le diagramme de déploiement. Et je vous laisse donc dans les cas pratiques, et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, peut-être encore en UML.